Mes chers amis, nous allons traiter aujourd'hui, Bezrat Hashem, des lois qui concernent la période durant laquelle la femme est nida. Lorsque la femme est nida, le couple doit adopter un comportement qui est particulier et qui est distinct du comportement habituel lorsque la femme n'est pas nida. Sur le plan de la halakha, l'interdiction principale qui concerne cette période-là est bien évidemment les relations conjugales. Lorsque la femme est nida, il est complètement interdit, d'après la Torah, d'avoir des relations conjugales. Ça concerne aussi toutes les relations charnelles affectueuses, telles que les baisers, telles que le fait de s'enlacer, des caresses et compagnie, qui sont aussi tout à fait interdits durant cette période. En dehors de cela, nos maîtres ont, comme à leur habitude, institué un certain nombre de dispositions, de sorte à écarter le couple au maximum de toute faute. Si durant cette période on se permet de faire tout ce qu'on veut, on risque très rapidement d'en arriver à la faute. Voilà pourquoi nos maîtres ont institué un certain nombre de dispositions. Et c'est celle-ci qu'on va essayer d'aborder à présent. Mais en préambule à cette étude, j'aimerais tout d'abord poser un certain nombre d'introductions qui me semblent être capitales et en particulier concernant ce sujet. Première introduction, c'est que tout ce qui a été enseigné explicitement par les décisionnaires, et donc les halakhot dont on va parler, ces halakhot-là concernent tous les couples, qu'ils soient conscients de l'urgence de la chose ou pas. Lorsqu'on va donner des halakhot, même si un couple se dit « mais moi je ne comprends pas, moi ça ne me parle pas tellement cette chose-là, moi je ne pense pas que telle chose peut me conduire à… » On dira à ce couple « tu penses ou tu ne penses pas, voilà ce que nos maîtres ont institué et tu te dois de te soumettre complètement à cette loi. » En contrepartie, il y a un certain nombre de choses qui n'ont pas été évoquées par nos maîtres. Mais il y a des personnes qui se disent et qui savent que si elles se permettent tel ou tel comportement, ça peut les conduire, chas v'shalom, à la faute. Ce couple-là doit se dire et doit s'interdire ce comportement. Je donne un petit exemple. Il y a certains décisionnaires qui se sont posé la question, est-ce qu'on a le droit de marcher pendant cette période-là sous un même parapluie? Réponse, on n'a vu nulle part dans la halakha que c'était interdit de marcher sous un même parapluie. Évidemment, si c'est un parapluie qui est suffisamment grand, de sorte à ce qu'on n'en vienne pas à se toucher, comme on l'expliquera un peu plus tard. Mais dans tous les cas, si un couple qui est habitué à la culture française et qui sait que marcher sous un parapluie, c'est quelque chose qui est vraiment très intime et qui risque de rapprocher énormément les conjoints. Alors évidemment, ce couple-là doit éviter de marcher sous un même parapluie durant cette période-là, de peur à en venir à des choses qui sont, elles, interdites. Deuxième introduction, il faut savoir, et telle est ma coutume en général, d'expliciter à chaque fois qu'est-ce qui est interdit et qu'est-ce qui est de l'ordre de la khumra. Je m'explique. Il y a des choses qui sont complètement interdites. Les choses qui sont interdites le sont. Et il y a des choses qui sont des précautions supplémentaires qu'on aime bien prendre. Ça veut dire que d'après la halakha stricte, c'est permis, mais celui qui veut se montrer un peu plus rigoureux est digne de bénédiction. Il me semble que c'est toujours important de bien faire la part des choses, de savoir ce qui est complètement permis, de savoir ce qui est complètement interdit et de savoir dans quelle mesure c'est conseillé, voire recommandé, d'être un peu plus mahmir. La raison est évidente. C'est que lorsqu'on enseigne aux personnes la halakha et qu'on l'enseigne de façon extrêmement stricte et qu'il y a des choses qui ne sont pas obligatoires et qu'on enseigne comme étant obligatoires, il y a énormément de personnes qui vont se dire « Eh bien moi je vois que je ne suis pas à la hauteur de ces exigences et donc autant ne rien faire du tout. » Alors que si à ces personnes-là on leur avait enseigné, on leur avait dit « Regarde, telle chose est permise, donc sache que tu peux. Si tu as du mal à faire mieux, tu peux tout à fait te contenter de cette chose-là. Simplement sache qu'il y a des niveaux un peu supplémentaires auxquels tu pourras peut-être accéder au fur et à mesure. » Cette personne-là sait très bien qu'elle n'est pas à la hauteur des niveaux supplémentaires, mais qu'elle est capable de respecter la loi stricte. Donc c'est ce qu'on va essayer à chaque fois de bien expliciter, ce qui est permis, ce qui est interdit et ce qui est l'ordre de la khumra.
Troisième introduction importante, c'est que toutes les lois dont on va parler à présent, les lois d'éloignement, ce sont des lois qui concernent toute la période durant laquelle la femme est nida. Que cette nida-là soit d'ordre thoraïque ou d'ordre rabbinique. Dans tous les cas, tant que la femme ne s'est pas trempée au mikvé, après toutes les vérifications et tout le processus de purification, toutes ces lois-là sont en vigueur. Je me permets encore une dernière introduction qui est importante. C'est que je me dois d'enseigner ces halachot-là de façon circonstanciée. Je ne peux pas me permettre d'enseigner ces halachot-là en résumé. Je ne peux pas me permettre d'occulter un certain nombre de halachot. Simplement, il faut savoir que dans ce sujet en particulier des lois de la pureté familiale, il y a, Baruch Hashem, énormément de personnes qui sont quelquefois assez éloignées de la pratique religieuse et qui pourtant ont à cœur d'accomplir ces lois-là de pureté familiale. Il est clair que ces personnes-là qui ne sont pas encore très engagées, on ne peut pas leur dire d'un coup, il faut que tu accomplisses et ça, et ça, et ça, et ça. Il faut laisser à ces personnes-là la possibilité de cheminer progressivement, au fur et à mesure, et de surtout pas brûler d'étapes. C'est la raison pour laquelle ces personnes-là, il est bon qu'elles soient en contact avec un rave et que ce rave-là puisse les guider au fur et à mesure. Et leur dire dans un premier temps, je te conseille d'accomplir telle et telle halachot. Concernant la purification, fais telle et telle chose. Ça, c'est déjà de trop pour toi, pour l'instant, à ce moment donné. Mais comme je viens de le dire, on va essayer, Be'ezrat Hashem, d'enseigner toutes les halachot et que chaque personne soit en contact avec son rave, en particulier les personnes qui ne font que commencer cette extraordinaire chose. Alors, nous allons aujourd'hui parler, Be'ezrat Hashem, du premier sujet, qui sont les lois relatives au lit. Comme vous le savez, au sein d'un couple, le lit occupe une place importante dans l'intimité. L'endroit crucial de l'intimité du couple se trouve autour du lit. C'est donc pas étonnant que lorsque nos maîtres ont cherché à prendre des mesures pour éviter au couple d'en venir à des choses interdites, le lit se trouve au centre de ces sujets-là. Donc on va parler aujourd'hui de ces choses-là. Tout d'abord, il faut savoir que lorsqu'il y a un lit qui est réservé à la femme, prenons un exemple habituel, dans la maison, le lit de droite c'est le lit de la femme, le lit de gauche c'est le lit du mari. Donc le lit de droite est le lit qui est réservé spécifiquement à la femme. Lorsque la femme est nida, le mari n'a pas le droit de s'asseoir sur son lit et a fortiori qu'il n'a pas le droit de s'allonger sur son lit, même s'il est habillé. Et attention, même en son absence. La femme n'est pas à la maison, le mari n'a pas le droit ni de s'asseoir ni de s'allonger sur le lit de sa femme. La raison en est claire, ça risque de le faire penser énormément à sa femme et il risque rapidement d'en venir, chas v'shalom, à un échec. Dans le cas inverse, c'est-à-dire le lit donc de gauche qui est réservé au mari, est-ce que la femme a le droit, elle, de s'asseoir ou de s'allonger sur le lit de son mari? Et là, vous allez me dire qu'il y a peut-être du favoritisme, la loi change un petit peu. Et je vais expliquer dans un instant pour quelle raison. La femme a le droit de s'asseoir sur le lit de son mari, et même en sa présence. Concernant le fait de s'allonger, en son absence, c'est complètement autorisé. Par contre, s'allonger sur le lit du mari, en présence du mari, est l'objet d'une discussion entre nos maîtres. Donc si on résume, sur le lit de la femme, l'homme n'a pas le droit ni de s'asseoir ni de s'allonger, ni en sa présence ni en son absence, tandis que sur le lit du mari, la femme a le droit aussi bien de s'asseoir que de s'allonger en son absence, tandis qu'en sa présence, elle a le droit de s'asseoir et de s'allonger, il vaut mieux pas. Lorsque la femme se trouve en dehors de la ville, pour quelques jours, prenons un cas joyeux d'une femme qui vient d'accoucher, qui se trouve à l'hôpital, disons que l'hôpital se trouve à l'extérieur de la ville et qu'elle s'y trouve là-bas durant quelques jours, le mari a à ce moment-là tout à fait le droit aussi bien de
s'asseoir sur son lit que de s'allonger. Maintenant, vous allez me dire, pourquoi ce favoritisme? Pourquoi y a-t-il une différence entre le lit de la femme concernant le mari ou le lit du mari concernant la femme? La raison en est claire, et elle va revenir de façon récurrente dans l'étude de toutes ces halakhot-là. C'est que, comme on le sait, l'homme a beaucoup plus tendance à inciter sa femme à la faute que le cas inverse. Et cela, on le voit tous les jours. Quand chas v'shalom, il peut arriver quelquefois que l'un des deux conjoints incite l'autre à la faute, c'est généralement l'homme qui incite sa femme à la faute. C'est la raison pour laquelle on dit à l'homme, toi, ne touche pas le lit de ta femme. C'est une façon de parler quand je dis ne touche pas, c'est-à-dire ne t'allonge pas dessus, ne t'assois pas dessus. Tandis que dans le cas inverse, quand bien même la femme s'allongerait sur le lit de son mari, ça ne lui monterait pas trop à la tête, et c'est la raison pour laquelle ceci est autorisé. Ensuite, je tiens à préciser que tout ce dont on vient de parler, c'est dans la mesure où le lit est réservé spécifiquement à une personne. Il y a des couples, par exemple, dans lesquels il n'y a pas un lit qui est réservé à l'homme et un lit qui est réservé à la femme. Un jour l'homme est ici, la femme est là, le lendemain on intervertit, il n'y a aucune règle qui est respectée. Alors dans ce cas-là, il n'y a aucune interdiction, l'un peut s'asseoir sur le lit de l'autre, vu que ce n'est pas le lit de l'autre, c'est un lit qui appartient aux deux. De la même façon, s'il y a par exemple un canapé qui se trouve dans le salon et qui est pour toute la famille, quelquefois il y en a un qui dort là, quelquefois il y a l'autre, là il n'y a aucune interdiction, on ne considère pas que c'est le lit de la femme, et donc le mari a le droit de s'asseoir dessus, a le droit de s'allonger dessus, et vice-versa. Autre cas qui peut se produire, une femme par exemple qui vient d'accoucher, Mazal Tov, elle est à l'hôpital, et on lui a réservé un lit, le lit d'hôpital. Le mari vient avec un joli bouquet de fleurs pour lui rendre visite. À ce moment-là, la femme descend de son lit, elle s'assoit sur un canapé. L'homme a-t-il le droit de s'asseoir sur le lit qui est momentanément réservé à sa femme ou pas? Réponse de beaucoup de décisionnaires, oui. Pourquoi? Étant donné que c'est un lit durant lequel elle va se servir que pendant quelques jours, et étant donné que du jour au lendemain, l'infirmière peut lui demander d'aller dans un autre lit, dans une autre chambre. C'est la raison pour laquelle on ne considère pas que c'est un lit qui est vraiment réservé à la femme à proprement parler. Et donc, le mari a tout à fait le droit de s'asseoir dessus. Les décisionnaires écrivent que de la même façon que le lit qui est réservé à la femme a des halakhot particulières, de la même façon les oreillers et traversins qui sont réservés à l'un, ça veut dire à la femme, l'homme ne doit pas s'en servir. Certains décisionnaires écrivent qu'il en va de même concernant la couverture. Certains décisionnaires disent qu'il en va de même concernant les draps. Imaginez qu'il y ait des draps qui sont spécifiques à la femme et d'autres qui sont spécifiques à l'homme, par exemple de couleurs différentes. Eh bien, certains décisionnaires disent que l'homme n'a pas le droit de se servir des draps de sa femme, quand bien même il les mettrait sur son propre lit. Le Rav Wosner autorise cette chose-là. Donc ça, c'est la première chose, concernant le fait de s'asseoir ou de s'allonger sur le lit de l'autre. Deuxième sujet qui concerne, encore une fois, le lit, et qu'on va intituler la séparation des lits. Lorsque la femme est nida, l'homme et la femme n'ont pas le droit de dormir ou de s'allonger sur un même lit. Imaginons un cas d'un lit qui est très spacieux, qui est très grand, et les deux souhaiteraient dormir dans ce grand lit. Évidemment, il y a une grande distance entre les deux, ils ne risquent pas d'en venir à se toucher l'un l'autre dans leur sommeil. Malgré tout, la halakha dit qu'il est rigoureusement interdit de dormir dans le même lit. Simplement sont venus les décisionnaires et ont étendu un petit peu l'interdiction. Ils se sont dit, que se passe-t-il si il y a deux lits qui sont accolés? D'une part, ce n'est pas un seul lit, mais d'autre part, ils sont accolés et on a une très nette impression qu'il s'agit d'un seul grand lit. Est-ce que l'homme peut dormir dans son lit et la femme dans son lit respectif ou pas? Réponse des décisionnaires, non. Dès lors que les lits se touchent l'un l'autre, c'est rigoureusement interdit aussi. D'où
l'utilité de séparer les lits. Lorsque la femme est nida, il va falloir séparer les lits. De quelle distance faut-il séparer les lits? Il faut savoir que d'après la stricte loi, il suffit de séparer les lits ne serait-ce que de quelques centimètres. Dès lors qu'il y a quelques centimètres entre un lit et l'autre, on voit très clairement qu'il s'agit de deux lits distincts. Le couple ne risque pas d'en venir à se toucher dans son sommeil, généralement en tous les cas, et donc ça suffit de séparer les lits de quelques centimètres. Les personnes qui ont une chambre à coucher qui n'est pas très spacieuse se serviront de cette halakha-là. Dès lors qu'il y a quelques centimètres, ça suffit amplement. Cependant, il y a certains décisionnaires qui se sont montrés un petit peu plus rigoureux, et dans la mesure du possible, on essaiera de se conformer à leur opinion. Qui sont ces décisionnaires? Le grand Arizal, que nous connaissons tous, lui suggère qu'il y ait une séparation entre les lits suffisante pour que les couvertures n'en viennent pas à se toucher l'une l'autre. À vous d'évaluer à peu près à combien de centimètres il faisait allusion. Certains autres décisionnaires écrivent qu'il faut qu'il y ait une distance suffisante pour que quand bien même dans son sommeil, l'un des deux conjoints en viendrait à étendre son bras, qu'il ne touche pas son autre conjoint. Il y a aussi dans une ville qui s'appelait Lvov, il y a eu une fois une grande réunion qui a été faite et dans laquelle se trouvaient des très grands de la génération d'alors. Et à ce moment-là, ils ont décidé qu'il fallait séparer les lits d'environ une amma. Une amma, c'est une coudée, c'est environ 48 cm. Et enfin, il y a la coutume de certains rabbins hongrois qui ont dit que non seulement il fallait qu'il y ait une grande distance entre les lits, mais qu'en plus il était bien de placer un objet volumineux entre les deux lits. Par exemple, une table de chevet, un carton ou autre chose, de sorte à ce que vraiment on voit de façon catégorique que les deux lits sont séparés. Tout ça, c'est des opinions qui existent. À nouveau, je vous répète, l'essentiel étant qu'il y ait malgré tout un certain nombre de centimètres entre les deux lits. Un jour, il y a un homme érudit en Torah qui est venu me voir et qui me dit vraiment, ma femme, elle s'énerve tous les jours. Je lui dis, mais pourquoi? Pourtant, toi, tu es gentil avec ta femme, j'imagine. Il me dit, je vais t'expliquer. Dans notre chambre à coucher, malheureusement, il n'y a pas suffisamment de place. Et donc, on ne peut pas laisser 30 cm entre les deux lits. On peut laisser que 20 à 25 cm. Donc moi, j'ai dit à ma femme, écoute, on ne peut pas. Moi, j'ai appris que dans la halakha, il fallait laisser au moins 30, 40, 50 cm. Là, il y a 20, 25 cm, misérable. Et donc, il dit à sa femme, écoute, va dormir dans une autre pièce. Moi, je dors dans la chambre, ou vice-versa. Et puis voilà, comme ça, c'est fini. Il dit, ma femme, elle ne supporte pas cela du tout. Alors je lui dis, elle a raison d'abord de ne pas supporter. Et dans une seconde, je vais t'expliquer pourquoi. Mais en dehors de ça, sache que d'après la halakha, 20 cm, ça suffit amplement. Et donc, s'il te plaît, va t'excuser auprès de ta femme pour tout le tort que tu lui as causé. Et dorénavant, dors tranquillement avec cette distance de 20 cm. La Gemara nous dit effectivement dans le traité de Hérouvin que lorsqu'une personne dort dans une chambre dans laquelle un couple dort, au moment où il fait cela, en quelque sorte, il sépare ce couple. En quelque sorte, c'est comme si le couple divorçait pendant cette nuit-là. Et la Gemara dit qu'on ne parle pas simplement du cas où la femme était permise à son mari, ou bien évidemment, dès lors qu'il y a une personne étrangère qui se trouve, le couple ne pourra pas se retrouver. Mais même lorsque la femme est nida, et que de toutes les façons, le couple ne peut pas se toucher, ne peut pas s'embrasser, ne peut pas avoir de relation conjugale, malgré tout, le simple fait qu'il y ait une personne étrangère dans cette pièce, ça sépare le couple. Pourquoi? Parce qu'il y a tout type de sujets dont ils auraient pu discuter. Ils auraient pu s'endormir tranquillement à l'audition de la voix de l'autre, en parlant de sujets qui sont malgré tout un petit peu intimes, et dont ils n'oseraient jamais parler devant cette tierce personne. C'est la raison pour laquelle il faut savoir que pour une femme, par exemple, et pour un homme aussi, c'est important, même lorsque la femme est nida, qu'ils puissent se retrouver dans la même pièce, qu'ils puissent discuter, et il ne s'agit pas d'envoyer la femme ailleurs. C'est la raison pour laquelle je précise aussi encore un autre point. Une fois, une personne m'a téléphoné, et elle me dit, voilà,
j'ai entendu vos cours. Dans vos cours, vous dites qu'il faut qu'il y ait une petite séparation au moins entre les deux lits. Il dit, nous, dans notre chambre à coucher, dans l'appartement dans lequel on se trouve, il n'y a pas moyen d'écarter ne fût-ce qu'1 centimètre. Même pas un demi-centimètre. Les lits, on a eu énormément de mal à les rentrer dans cette pièce. Ils sont vraiment accolés littéralement l'un à l'autre. Que doit-on faire? Et ils ont entendu d'un autre rav qui leur a dit qu'il fallait déménager. Que faire? Alors immédiatement, je lui ai dit que je ne suis pas d'accord du tout. On ne déménage pas pour cette raison-là. Il y a un autre conseil qui est donné, qui provient des propos du Pitrei Teshuvah. Ce n'est pas le moment de vous expliquer tout le raisonnement. En tous les cas, il suffit de prendre une planche de bois, de la mettre entre le lit de l'homme et le lit de la femme, de sorte à ce qu'on voit nettement qu'il s'agit de 2 lits différents, distincts, et de cette façon-là, il y a lieu d'autoriser. À ce moment-là, j'avais parlé avec d'autres rabbanim qui ont approuvé cette opinion. Ensuite, je tiens à préciser encore un certain nombre de points importants, et là vous allez voir que ça va nous permettre d'autoriser énormément de choses. Lorsque les décisionnaires qui ont exigé que les 2 lits soient séparés se sont exprimés, ils se sont exprimés de la façon suivante. Je vous le lis directement en français. L'homme, attention à chaque mot, l'homme et la femme ne doivent pas être allongés dans leur lit lorsque les lits sont accolés l'un à l'autre. Je répète, l'homme et la femme n'ont pas le droit d'être allongés, chacun dans son lit respectif, lorsque les 2 lits se touchent l'un l'autre. Maintenant, je vous interroge et je vous demande de réfléchir avec moi. C'est des questions qui se posent tous les jours. Imaginez que les lits soient collés l'un l'autre et que la femme soit assise sur son lit. Est-ce que l'homme a le droit d'être assis, lui, sur son propre lit? Réponse, je vous laisse réfléchir. Bien sûr que oui. Tout ce qui est écrit, c'est que lorsque les 2 sont allongés, les lits ne doivent pas être collés. Là, les 2 sont assis, donc il n'y a pas de problème. Si madame est allongée sur son lit, est-ce que monsieur peut s'asseoir sur son lit alors que les 2 lits sont accolés? Réponse, je vous le donne en 1000, oui. Vice versa, monsieur est allongé, est-ce que madame peut s'asseoir sur son lit alors que les lits sont collés l'un à l'autre? Réponse, oui. Ça, il faut que ce soit clair. C'est une déduction logique des propos de ces décisionnaires. Je l'ai souvent dit, et un jour j'ai vu que ces enseignements-là étaient rapportés explicitement au nom du Chazon Ish. À mon avis, ce n'est pas la peine du Chazon Ish pour une chose pareille, c'est une déduction logique. Il vaut mieux qu'on laisse au Chazon Ish des idées profondes et dont on a vraiment besoin de son génie pour pouvoir les interpréter. Dans tous les cas, cette halakha-là doit être elle aussi claire. Ensuite, une autre halakha qui découle un petit peu de celle-ci. Le couple a-t-il le droit de s'asseoir sur une balançoire ou sur une balancelle pendant cette période-là? Le Rama, le Rav des Ashkenazim, écrit que lorsque la femme est nida, le couple ne doit pas s'asseoir sur une balancelle. Plusieurs raisons sont évoquées. Il y en a qui disent que le fait d'être assis et de se balancer en même temps, au même moment, le fait qu'on puisse sentir un petit peu le mouvement de l'autre, tout ça, ça risque de conduire le mari à avoir tout type de pensée qui risque de le conduire, chas v'shalom, à la faute. Il y en a qui disent que lorsqu'on se balance, c'est un petit peu comme si on était allongés tous les 2 dans le même lit. Le même Rama rajoute et dit que certains décisionnaires se montrent moins rigoureux dans la mesure où il y a une tierce personne qui s'assoit entre les 2. Ça veut dire il y a monsieur, il y a madame, et entre les 2, il y a un enfant, ou il y a une autre personne qui s'assoit. Je tiens à préciser un point important. C'est que toute cette interdiction-là ne concerne que une balançoire. C'est-à-dire une chose qui se déplace, qui a un mouvement. Imaginez qu'on veuille s'asseoir tous les 2 sur un tronc d'arbre qui est allongé, qui pèse plusieurs tonnes. Lorsqu'on va s'asseoir, il n'y a aucun mouvement qui va être appliqué sur ce tronc. C'est la raison pour laquelle, dans ce cas-là, il n'y a aucun problème. De la même façon, s'il y a une balançoire qui est scellée au mur, vous allez me dire, c'est plus une balançoire.
A-t-on le droit de s'asseoir? Il n'y a aucun problème. En pratique, la coutume des séfaradim est d'autoriser cette chose-là. Ça veut dire qu'un couple séfarade a tout à fait le droit de s'asseoir sur une même balançoire, dans la mesure où, bien évidemment, il y a une certaine distance entre les deux, de sorte à ce qu'ils n'en viennent pas à se toucher. A contrario, la coutume ashkénaze est de se montrer plus stricte, et il faut au moins qu'il y ait une tierce personne qui se trouve entre les deux. Certains décisionnaires ashkénazes ont étendu l'interdiction à tout type d'autres cas. Par exemple, s'asseoir sur un lit. Il y a un matelas. Lorsque l'un des deux conjoints s'assoit sur le matelas, celui qui était déjà assis va sentir le fait que l'autre s'assoit. Et ça, c'est en quelque sorte un petit peu comme si on se balançait. Ça veut dire je ressens le mouvement de l'autre. De la même façon sur un siège arrière. Une voiture qui a des bons amortisseurs, au moment où le mari par exemple est assis et que sa femme vient s'asseoir, on sent très bien son mouvement. On sent très bien qu'elle s'est assise. Alors les décisionnaires dans ce cas aussi veulent se montrer, pour certains d'entre eux en tous les cas, ashkenazim, stricts. En pratique, dans la mesure où on doit s'asseoir sur le même siège, ce qui est conseillé, c'est que la femme s'asseye tout d'abord et ensuite le mari. Comme on a dit au tout début, il vaut mieux que ce soit la femme qui ait quelques petites pensées concernant le mari que le cas inverse. Je vous pose une question, mes chers amis. Fort de tout ce qu'on a déjà avancé depuis le début de ce cours, est-ce qu'un homme et une femme, lorsque la femme est nida, peuvent s'asseoir sur un même lit? Je vous laisse réfléchir une seconde. Je répète la question. Est-ce qu'un couple peut s'asseoir durant cette période-là sur un même lit, en laissant bien évidemment un petit écart entre les deux? Réponse. S'il s'agit du lit de la femme, bien évidemment que c'est interdit. Puisque l'homme n'a pas le droit de s'asseoir sur le lit de sa femme pendant cette période-là, même si elle n'est pas là, a fortiori lorsqu'elle est là. S'il s'agit du lit de l'homme, il y a ici simplement le problème qu'on va appeler de la balancelle. Ça veut dire qu'on risque de sentir les mouvements de l'autre. Or, d'après les Sfaradim, qui ne craignent pas cette chose-là, il n'y a rigoureusement aucun problème. Et d'après les Ashkenazim, il y a effectivement ce problème-là précis. Dernier point concernant ce même sujet, a-t-on le droit de faire le lit l'un de l'autre pendant cette période-là? Réponse de la halakha, la femme n'a pas le droit de faire le lit à son mari lorsqu'elle est nida. Pourquoi? À nouveau pour les mêmes raisons. Le mari qui va voir sa femme faire son lit va se dire « ma femme fait mon lit » et tout type de pensées vont lui monter à l'esprit. Simplement, je précise que cette interdiction ne concerne que le cas où la femme fait le lit de son mari en sa présence. Ça veut dire face à lui. Si le mari est absent de la pièce et qu'à ce moment-là, la femme fait son lit, il n'y a aucun problème. Bien que le mari est intelligent, qui sait très bien que c'est sa femme qui lui a fait, qu'ensuite il va s'empresser de l'en remercier, malgré tout, c'est tout à fait permis, dès lors que le mari n'est pas présent. Certains décisionnaires, tels que le Rav Ovadia Yosef, tels que le Badé HaShulchan, autorisent même à l'homme de tourner sa tête. La femme est en train de faire le lit, lui il tourne la tête pour montrer « je ne regarde pas que tu es en train de faire mon lit ». De toutes les façons, il est au courant que c'est elle qui le fait. Mais dès lors qu'il se comporte de cette façon-là, ça autorise. Certains décisionnaires, le Chokhmat Adam, le Aruch HaShulchan, disent qu'il en va de même dans le sens inverse. C'est-à-dire que l'homme n'a pas non plus le droit de faire le lit de sa femme en sa présence. Qu'entend-on par faire le lit? Les décisionnaires disent qu'il s'agit des choses qui ne sont pas laborieuses, qui ne sont pas difficiles. Par exemple, de mettre le drap, d'arranger la couette. Mais les choses qui sont fastidieuses, qui sont laborieuses, comme par exemple rentrer la housse, la couette dans la housse, comme par exemple faire ce type de choses-là, qui sont vraiment difficiles, ces choses-là, on considère que c'est permis, parce que ces choses-là ne risquent pas d'emmener à tout type de pensée. Enfin, je précise un dernier point, c'est que l'interdiction de faire le lit du conjoint ne concerne que le cas
où le couple va s'apprêter à dormir. Par exemple, le soir, à 10 heures du soir, monsieur décide de faire le lit de sa femme. À ce moment-là, on considère que monsieur et madame risquent de venir à penser à cette chose-là précise. Si le matin, au moment où monsieur et madame viennent de se lever, on aimerait bien que la chambre soit ordonnée, et c'est la raison pour laquelle on arrange un petit peu les lits, dans ce cas-là, il n'y a rigoureusement aucun problème. On ne le fait pas du tout dans un but d'aller dormir, et donc on n'en viendra pas à penser à l'autre, on n'en viendra pas à penser à l'intimité. Voilà toutes les lois qui concernent le lit. La prochaine fois, si Dieu veut, nous continuerons. Kol Tuv.